De la vigne au vin, une histoire millénaire qui à Gaillac se lie au vrai sens du terme. Ici, on fait du vin depuis la nuit des temps, personne ne saura vous dire pourquoi et comment. Sauf que dans ce petit terroir du sud-ouest sont réunies les conditions essentielles de la réussite. Le vin n'est pas le fruit de quelque alchimie mystérieuse, c'est un produit naturel, même s'il est à consommer avec modération. C'est surtout une subtile alliance entre divers éléments qu'il faut savoir conjuguer avec un certain art. Ça s'appelle le savoir-faire avec le sol, le sous-sol, le cépage, la qualité donc, qui donnera le vin et qui donnera la qualité du vin. Ça c'est essentiel. Et un élément qui lui est complètement, comment on va dire, qui est un élément impalpable et incontrôlable, c'est la climatologie. Alors ça, c'est à la fois notre ami et notre ennemi. Alors il faut jouer avec tous ces éléments. Le vigneron est un artiste et il doit s'adapter à toutes les situations. La première de ces situations est dictée par le cycle des saisons. On les prend à l'envers. C'est quand il fait froid que le vigneron commence son année, oublier la vendange précédente. Il faut repartir à zéro, en clair, tailler la vigne. Donner au cep les chances optimales pour une bonne production, en fait, éliminer tout ce qui ne sert plus à rien. Dans cette année, la première chose, on enlève la flèche longue qui a été laissée l'an passé. Pas toujours facile à y aller. Et ensuite on remplace sur le court. Alors sur le court, on supprime les serments de la base. Là, le plus bas, on le laisse à 2 yeux. Et le long, celui le plus haut, on le nettoie. On enlève toutes les brilles, les brindilles. On laisse 7 ou 8 bourgeons. Et voilà, la souche est taillée. Il ne reste plus qu'à sortir le serment. Ouais. Écoutez, après il faut lever tout ça. C'est l'hiver. Et après cette coupe réglementaire, notre petit pied de vigne va reprendre des forces. La tonte infligée par le sécateur va lui permettre de se concentrer sur la production à venir. Et sur ces sarments bien tristounés vont réapparaître les bourgeons de la vie. Au printemps, la vigne renaît, de feuilles en fruits, mais surtout sous l'œil attentif du vigneron. Il faut dompter toute cette exubérance. Phase 2, c'est le palissage. Les petites pousses toutes neuves doivent prendre leur place dans l'univers qui leur a été préparé. On s'aligne gentiment, comme prévu, sur des fils métalliques tirés au cordeau pour simplifier la vie des vendangeurs à venir. La vigne est équipée de fils de fer que nous appelons mobiles, qui sont attachés au premier piquet, au piquet d'extrémité et au piquet de fin de rang. Et une fois que la vigne a suffisamment poussé comme ici, nous remontons les fils de fer et nous les accrochons à des encoches qui sont prévues à cet effet à chaque piquet intermédiaire. Petit problème, on a beau essayer de la discipliner, la vigne a son indépendance. Elle ne fait pas toujours des rameaux là où on l'attend et pour qu'elle concentre son énergie là où elle est utile, il faut une fois encore faire le ménage, c'est le temps de l'épamprage. L'épamprage consiste à enlever les rameaux qui poussent sur la partie inférieure du tronc, quoi. Voilà, ça consiste en ça. La phase suivante est un long silence. Là, c'est la nature qui travaille, toute seule, comme une grande. Les rameaux s'allongent, les fruits prennent de la vigueur en se gorgeant de soleil et de pluie. Retour à l'indispensable assemblage de base, la terre, le cep, le ciel et à la sortie, le fruit. À Gaillac, ils portent des noms étranges, ceux de ces cépages. Brocol, mosaque, loin de l'œil, c'est la touche d'exotisme local, c'est surtout la base de l'ADN du vin de Gaillac, de sa personnalité qui n'est pas celle du commun. Vient le temps des vendanges. Mécanique ou manuel. Pour le vigneron, c'est là que tout se joue. Après le temps de la patience, c'est celui de l'expérience. Il faut tout savoir peser. Le degré de maturité du raisin comme les états d'âme du ciel. Une petite faute de jugement et tout est compromis.
Et puis les choses s'accélèrent. Qu'il soit ou non cueilli à la main, le raisin est stocké dans des cuves où il ne fait qu'un très bref passage. Il faut au plus tôt en extraire le jus. Pour le folklore, on verra plus tard. À Gaillac, comme ailleurs, il y a longtemps qu'on ne foule plus les grappes. La mécanisation est passée par là, mais le vigneron n'a pas cédé sa place. C'est encore lui qui décide, qui choisit et qui programme. La machine simplifie le travail, c'est sûr, mais elle ne remplace pas le savoir-faire. Chacun a son coup de patte. Et c'est dans la foulée des vendanges, dans les tout premiers jours de maturation de ce qui n'est encore qu'un jus de raisin, que bien des choses se décident. Pour passer du jus au vin, il faut le petit coup de pouce du professionnel. Ça commence, comme pour les boulangers, par une adjonction de levure. Le vin, comme le pain, retour aux sources. C'est de la vendange que j'ai récoltée il y a 2 jours. J'ai fait une petite macération pour extraire 10% du jus qui va me servir à faire du rosé. Ensuite, bon, là, je suis en train de levurer le vin. J'ai fait un départ de fermentation, j'ai mis un peu d'eau tiède, des levures. Et quand c'est réhydraté, je vais le réincorporer à la masse pour que ça fermente. Le top départ donné à la transformation du jus en vin est aussi celui d'une vigilance constante. Pour éviter les fautes de goût, il faut en permanence remonter le vin en gestation. C'est une opération qui consiste à prendre le jus d'une cuve de raisin rouge qui est en fermentation et à le renvoyer à la partie supérieure de façon à bien mouiller tout le chapeau de marc. Et ceci afin de le lessiver pour éviter que les mauvaises odeurs s'installent en l'absence de liquide. C'est une opération que l'on doit pratiquer quotidiennement pendant entre un quart d'heure et 20 minutes pour une cuve d'une centaine d'hectolitres. Durant toute cette période qui suit immédiatement la vendange, le vigneron veille sur son produit comme sur un nouveau-né, au point de venir prêter une oreille attentive aux rumeurs de ses cuves. Car le lent processus qui s'est engagé a ses codes, ses messages, que seul sait décrypter le connaisseur. Derrière l'apparente sérénité des chais, tout bouge, tout change, et selon le résultat final recherché, le contenant peut être bien plus traditionnel. Le fût de chêne a encore tous ses droits et il est encore plus étroitement surveillé que les cuves modernes, avant même qu'on lui ait confié son précieux contenu. On en a d'abord donc vidé la barrique, on a nettoyé à l'eau, on a laissé sécher, et ensuite donc on mèche pour désinfecter tous les petits microbes qu'il pourrait y avoir et tout, avant de re-remplir la barrique. Alors la mèche, c'est du soufre que l'on fait brûler. Autrefois, c'était des espèces de petits bâtonnets, mais qui avaient tendance à couler au fond de la barrique, et on avait comme des cendres, des trucs qui venaient brûler. Alors que là, ça brûle tout doucement, et en remontant tout doucement donc le fil de fer, le fil de cuivre en fait, on reprend toutes les cendres, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout dans la barrique. Hein, c'est très sain. Le bon vieux tonneau dont on connaît ici les vertus depuis des millénaires a lui aussi ses codes à respecter. Car la maturation dans cet univers boisé, qui va conférer au vin des saveurs totalement différentes, nécessite un suivi particulier. C'est que l'évolution qu'il va connaître n'est pas la même. Quand la cuve repose, ou presque, le vin nouveau qui s'élabore en barrique n'est pas laissé en paix. On l'agite, on le bat à coups de chaîne pour le contraindre à grandir, à s'épanouir en arômes plus subtils. On le trouble d'abord avant de le laisser vieillir à son rythme. La particularité de l'élevage en barrique, c'est qu'on laisse le vin sur les lits de fermentation. Il n'y a pas, après les fermentations, le soupirage qui sépare les levures mortes, les lits du vin clair. Donc pour l'élevage en fût, on fait un peu le contraire de ce qu'on fait sur les autres cuvées. On laisse le vin sur les lits de fermentation et on va toutes les semaines, donc de la fin octobre jusqu'au début septembre de l'année qui suit. On va toutes les semaines agiter ces lits avec cet instrument qui s'appelle, je crois à Bordeaux, une dodine. Donc on va agiter les lits, on va les remettre en suspension et au fur et à mesure de l'élevage, les lits vont se dégrader. Elles vont venir nourrir le vin et elles vont permettre de produire un vin qui va être plus gras, qui va être plus rond,
et qui va avoir une capacité à vieillir qu'il n'aurait pas eu s'il avait été vinifié de façon traditionnelle dans une cuve en inox ou en ciment. Le reste de l'histoire se joue dans le calme des caves voûtées à température constante où, au long des saisons qui défilent, le vin s'affine et conquiert ses lettres de noblesse. Associés en regroupement des vignerons indépendants, ces hommes de la terre ont de plus su se donner les moyens d'élever leurs produits dans les meilleures conditions possibles. Ils ne sont pas peu fiers, par exemple, d'avoir pu se doter d'unités d'embouteillage mobile qui permettent de transvaser le précieux liquide du tonneau ou de la cuve directement dans la bouteille gaillacoise qui signe leur cru de tradition. Pas de transport vers des centres spécialisés qui risquent d'altérer le goût. C'est toujours la même philosophie qui préside à leur démarche, être présent d'un bout à l'autre, d'un stade à l'autre de la chaîne d'élaboration de leur vin. Il y a des siècles et des siècles que les vignerons de Gaillac se transmettent ce savoir-faire, bien avant que les légions de Rome ne s'intéressent à ces contrées. Contrairement à une idée bien répandue, ils n'étaient pas les seuls à disposer de la connaissance viticole. 4 siècles avant Jésus-Christ, il y avait du vin à Gaillac. On en a la preuve avec Montans, un petit village à côté de Gaillac, où on fabriquait des amphores notamment. Et il est certain que si on fabriquait des amphores, c'était pour y mettre quelque chose dedans, et notamment, donc, en premier lieu, du vin de Gaillac. Et Dion, célèbre auteur, dit que Gaillac, avec les Côtes-Rôties et l'Ermitage, constituent les 3 premiers vignobles de notre ère. Ça veut dire que déjà Gaillac, la vigne était cultivée par les Gaulois, ils avaient leur propre cépage, ils faisaient leur vin et le vin était déjà connu. Autre caractéristique du vin de Gaillac, dont l'histoire est retracée jusque dans de petits musées vignerons, la connaissance multiséculaire du vin pétillant. Là aussi, attention au contresens historique. L'art de faire sauter le bouchon ne s'est pas confiné à un terroir bien déterminé, n'en déplaise à la légende, et à une chronologie souvent revisitée par les thuriféraires de telle ou telle appellation. Il a suivi en fait un long cheminement qui en surprendra plus d'un. Les Chinois la connaissaient. Il y avait du vin en Chine, les Chinois avaient compris le système qui permettait d'élaborer les vins d'une certaine manière et donc ils la connaissaient. Cette méthode est arrivée en Asie mineure et est rentrée dans le bassin méditerranéen. Les Italiens, donc les Romains, la connaissaient aussi. Elle a envahi notre territoire et les congrégations religieuses qui étaient à la pointe de l'information s'en sont emparées. Dom Pérignon ne connaissait que la méthode que nous employions à Gaillac. La méthode a depuis été pieusement conservée et Gaillac s'enorgueillit de produire encore son vin qui mousse comme autrefois. C'est donc parce qu'il est partiellement fermenté qu'il continue sa fermentation en bouteille. Et comme la bouteille est bien obturée par une capsule qui est parfaitement hermétique, le gaz dégagé par la fermentation fait que la bouteille est sous pression de gaz carbonique issu de la fermentation des sucres résiduels, sucres donc naturels. Alors c'est vrai que on ne peut pas se comparer à n'importe quelle autre méthode traditionnelle. La matière n'a rien de traditionnel à Gaillac. Parce qu'à la sortie, on a un produit très différent. Mais c'est vrai aussi que lorsqu'on arrive avec des produits avec une résonance un petit peu naturelle, traditionnelle de transformation, mais aussi avec un fruit explosif et éclatant, comment dire, on prend le pas sur la mode tout champagne. Reste à savoir ce que ça change la tradition. À l'aspect, sans doute peu de choses, mais au goût, c'est une toute autre affaire. Et la grosse différence, c'est qu'en méthode champenoise, on a 2 fermentations, on rajoute des levures, on fait une deuxième fermentation. Et la méthode gaillacoise, on ne rajoute pas de levure, c'est une seule et même fermentation. Cela dit, le vignoble de Gaillac ne saurait se résumer à un type de vin aussi prestigieux soit-il. Depuis les blancs secs, doux, voire liquoreux qui ont fait sa réputation d'origine, il a investi progressivement le créneau du rouge en le déclinant aussi à sa manière.
Ce sont des vins d'assemblage, on a toujours 2-3 cépages au moins qui rentrent en compte dans le produit, donc du brocol, du duras que je disais tout à l'heure sur les rosés. Donc c'est des vins qui sont assez goulayants, qui se boivent relativement jeunes, dans les 4-5 ans, et avec un côté très fruité et en bouche après ce côté assez rond et goulayant qui passe bien avec tout type de viande et même certains fromages. On a un vin par vigneron et c'est dans la bouteille que s'exprime le caractère du terroir, mais c'est également le caractère du vigneron qui est derrière. Mais il ne suffit pas d'avoir un bon produit, encore faut-il pouvoir le vendre. Dès la belle saison, les vignerons indépendants du Gaillacois vont au-devant de l'amateur et investissent tous les lieux où l'on titille ses papilles gustatives. C'est là qu'ils parlent de leur métier avec enthousiasme, comme on se confie à un ami de passage, surpris peut-être de constater que l'art d'élever le vin se décline aussi au féminin. C'est un plus, il me semble, parce qu'on exprime autre chose et on vinifie bien que ce qu'on aime bien. Donc c'est aussi une image un petit peu de sa personnalité à travers ses produits. Aux côtés des producteurs fermiers, leurs complices et associés pour vanter la richesse du pays, ils usent des marchés de terroir et des rencontres gastronomiques pour détailler un savoir-faire méconnu. Ce n'est pas toujours facile face à des citadins en vacances, mais à la longue, c'est efficace. On a du travail pour expliquer notre métier, mais aussi pour expliquer comment se fait le vin. Mais c'est très positif. Je pense que quand on a fait notre travail correctement, c'est-à-dire qu'on a expliqué de la souche à la bouteille, c'est la meilleure promotion que l'on peut faire au niveau du Gaillac. C'est un vin qui mérite à être connu et il faut le faire connaître. Et puis il y a les bottes secrètes. La première, après avoir aiguisé la curiosité du visiteur, consiste à l'inviter chez soi parce qu'il n'y a pas de meilleur lieu pour parler du vin que celui où il s'élabore et s'affine. Et il est bien rare qu'un vigneron ne trouve pas les mots pour décrire son travail. Normal, ce métier est d'abord une passion. Mais pour la partager, la passion avec eux, c'est vrai qu'il faut qu'ils viennent en fait chez nous. Sur un marché, on peut leur faire partager, mais en fait, le fait de venir sur la propriété, on leur fait visiter la cave. Donc, et c'est là qu'on rentre un peu dans la passion. Leur faire voir les vignes, leur parler de la vendage, leur parler du travail de A à Z en fait, et la satisfaction d'avoir le vin en bouteille. De vins nouveaux en cuvée annuelle, les caves des vignerons de Gaillac sont devenues autant d'étapes pour les touristes et les connaisseurs. Mais qu'on ne s'y trompe pas, aussi sympathique que soit l'accueil, il cache les aspects méconnus d'une profession qui n'est pas aussi ludique qu'il peut y paraître si l'on s'en tient au simple résultat final. De la vigne au vin, il y a beaucoup de travail et bien des aléas à surmonter. C'est un dur métier, mais souvent il y a beaucoup de plaisir au bout, et notamment aussi au niveau du consommateur. Après, quand les gens peuvent, disons, ont le plaisir de déguster un vin, toute la culture gastronomique qui va avec. C'est un métier, je dirais, d'artisanat qui œuvre pour élaborer un produit de terroir, un produit authentique. On a beaucoup de touristes qui fréquentent les lieux publics des offices du tourisme et les lieux d'hébergement touristique et qui sont en quête d'informations sur le patrimoine culturel du Gaillacois et également les productions de terroir du Gaillacois. Et donc le vin est un des produits phares de la petite région. C'est là la dernière botte secrète des producteurs. Ils font aimer leur vin, mais aussi découvrir l'âme et les richesses d'une région qui ne manque pas de lieux où les décliner. Leurs propres domaines sont souvent de véritables joyaux patiemment restaurés et les balades que l'on peut entreprendre à partir du vignoble vont de vieilles places en cité qui tutoient l'éternité. Sur les traces des personnages qui ont marqué l'histoire ou des anonymes qui en ont tissé le quotidien, visiter le Gaillacois en aussi bonne compagnie, c'est renouer avec les racines d'un peuple qui n'a jamais hésité à marquer sa différence. Ainsi, les hommes et le vin ont un même caractère bien trempé, c'est leur force. On est à la limite d'un pays cathare et je pense que c'est un vin qui doit exprimer cet état d'esprit un petit peu rebelle.